Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce mercredi 10 septembre. Tombée de rideau sur la 4e édition de l'IATF à Alger, engrangeant 48,3 milliards de dollars de transactions, dont 11,4 milliards de dollars au profit de l'Algérie. Organisateurs et participants évoquent une réussite totale. L'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza pour le 705e jour consécutif, intensifiant les bombardements sur la ville de Gaza et faisant depuis ce matin au moins 53 martyrs. L'entité sioniste mène de nouveaux raids sur le Yémen, faisant au moins 35 martyrs et plus d'une centaine de blessés, notamment dans la capitale Sanaa. En France, et au lendemain de la nomination du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, au poste de Premier ministre, la mobilisation Bloquons tout tient toutes ses promesses avec au menu incendie et violences policières. Bonsoir à tous. Ouverte jeudi dernier par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine a pris fin ce mercredi. Elle aura enregistré une participation remarquable avec plus de 20 chefs d'État et de gouvernement ainsi que 2149 exposants, dont 225 exposants virtuels, en plus de 49 pavillons pour les pays africains et 21 pour les pays non africains. L'événement a également enregistré la participation de 112 476 participants, 60 650 en présentiel et 51 826 en virtuel, tandis que le nombre d'acheteurs a atteint 956. Par ailleurs, l'IATF, et comme je vous le disais en titre, a engrangé 48,3 milliards de dollars de transactions, de contrats et d'investissements, dont 11,4 milliards de dollars au profit de l'Algérie, soit 23,6% du montant global. La 7e et dernière journée de l'IATF a été ponctuée par une cérémonie de clôture lors de laquelle l'ancien président du Nigeria et président du conseil consultatif de la foire commerciale intra-africaine, Olusegun Obasanjo, qui, après avoir relevé la qualité de l'organisation de cette édition de l'IATF, a appelé les partenaires africains à davantage d'interaction et d'intégration africaine. Au nom du Conseil consultatif, nous adressons nos sincères remerciements à son Excellence le Président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune et son gouvernement pour leur grand dévouement, professionnalisme et travail acharné pour assurer le succès de cette 4e édition de l'IATF 2025. Votre engagement pour l'excellence et l'attention méticuleuse pour les détails ont joué un rôle déterminant dans le succès de l'organisation. De la planification à l'exécution, vos efforts ont permis une expérience mémorable pour l'ensemble des participants et des invités. Nous sommes tous très heureux. We are all very happy. Pour sa part, Larbi Letrache, commissaire de la 4e édition de l'IATF, a souligné que cet événement aura permis de consolider les atouts de la SLECAF pour le développement du continent. Tout au long des derniers jours, des dizaines de milliers de visiteurs et d'exposants ainsi que des opérateurs économiques de et en dehors de l'Afrique se sont réunis en Algérie pour un objectif noble qui est celui de consolider les atouts de la zone de libre-échange continentale africaine dans l'objectif de réaliser le développement sur notre continent. Cet événement unique en son genre représente une plateforme d'échange et d'exposition de produits et services, mais également de prospection pour les opportunités d'investissement, ainsi que la signature de contrats et d'accords dans divers secteurs.
Unanime, les participants à la 4e édition de l'IATF ont relevé une organisation irréprochable, un événement qui leur a permis non seulement de concrétiser des contrats commerciaux, mais aussi de tisser des partenariats solides avec leurs homologues africains. On a remarqué cette organisation depuis l'aéroport, d'accord? Donc depuis le passage spécial pour tous les participants, les policiers, la présence de la sécurité dans la ville, on a vraiment senti qu'il y avait vraiment un événement qui était fait justement pour accueillir les frères d'Afrique d'ailleurs en Algérie. Donc c'était vraiment coup de chapeau à l'Algérie et aux autorités pour cette organisation. Avec cette journée de clôture, nous tirons un bilan vraiment satisfaisant parce que les entreprises ont eu beaucoup de contacts. Elles ont également échangé avec beaucoup d'entreprises étrangères, que ce soit les entreprises africaines, mais aussi les entreprises venant du monde entier. Je suis très satisfaite pour cette fois et j'aimerais y participer pour la prochaine édition. Et je crois que la prochaine fois, je viendrai bien préparée, bien armée. Nous remercions déjà l'Algérie pour l'accueil durant l'IATF. On a été très bien accueillis, que ce soit de l'aéroport à l'hôtel et surtout durant l'exposition ici au SAFEX. L'Algérie a mis à disposition du Sénégal des produits et tout. Une collaboration est en train de se faire, surtout dans mon côté, avec l'importation et l'exportation de produits détergents et de matériel professionnel pour le nettoyage. C'est la première fois que l'on participe à l'IATF et nous sommes très ravis. Nous avions été éblouis par cette diversité culturelle au sein de l'Algérie. Le développement technologique a été très marquant. Moi, j'y crois vraiment dans la collaboration, la créativité, la connectivité, le réseautage. Et tout ça, on le trouve ici à l'IATF. Plusieurs entreprises algériennes publiques et privées ont signé ce mercredi, au dernier jour de la foire commerciale intra-africaine, des accords d'exportation avec des sociétés d'autres pays africains pour des montants s'élevant à des centaines de millions de dollars. Amel Amziane Zitouni y revient. Des accords de coopération stratégique établis dans différents secteurs entre l'Algérie et plusieurs pays africains en marge des activités de la foire commerciale intra-africaine. L'événement a constitué une étape majeure pour booster le marché africain. De nombreux représentants de marques algériennes ont exprimé leur satisfaction quant aux contrats signés à travers l'IATF Alger. Nous avons déjà récolté les fruits de cette manifestation qui est très importante. Donc nous avons déjà signé 4 mémorandums d'entente avec 4 pays différents. Donc vous avez le Tchad, la Guinée, la Tanzanie et en ce moment même avec le Nigeria. Nous sommes très satisfaits de notre participation. Nous avons signé des contrats d'accord avec Chéri hier sous un montant de 1,2 milliard de dinars. Et aujourd'hui avec Sénégal avec un montant de 20 millions de dinars. Tafadis, filiale du groupe Madar, spécialisée dans le raffinage, la production et la commercialisation du sucre et distribution du café vert en Algérie, fait partie des entreprises algériennes qui ont signé des accords stratégiques via cette plateforme commerciale. Nous avons réussi à décrocher pratiquement le double de notre production en contrat en Afrique, exclusivement en Afrique. Ça, c'est en vente. Donc, c'est l'équivalent de 800 millions de dollars en export. Et nous avons à peu près 600 millions de dollars de contrats pour le café vert pour les mois prochains. Nous avons aussi conclu un contrat avec Souidi, fabricant de matériel électrique, mais qui s'est lancé dans le Smart Pivot, les pivots d'irrigation dont nous avons besoin pour notre Grand Sud. Et nous avons même obtenu de Souidi un engagement d'intégrer ces pivots dans l'industrie algérienne. Des opportunités offertes par l'Algérie et pour l'Algérie dans une optique de coopération continentale durable et forte. La 4e édition de l'IATF 2025 a été à la hauteur des attentes en remplissant les objectifs tracés.
En marge de l'IATF, le ministre algérien de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, Nordine Wadah, a annoncé ce mercredi le lancement officiel, sur décision du président algérien Abdelmadjid Tebboune, du fonds de financement des start-up et des jeunes innovants à l'échelle africaine au niveau de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, dont le travail va commencer immédiatement avec 30 entreprises participant à l'IATF. J'ai l'immense plaisir et l'honneur d'annoncer que sur décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a été décidé aujourd'hui de lancer un fonds d'investissement dédié aux jeunes Africains et aux start-up sur le continent. Et ce fonds sera domicilié au niveau de l'Agence algérienne de la coopération internationale, du développement et de la solidarité. Je vous en parlais en titre, l'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza pour le 705e jour consécutif, intensifiant les bombardements sur la ville de Gaza. Depuis ce matin, au moins 53 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 38 rien qu'à Gazaville. Les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué ce matin que les corps de 41 martyrs et 184 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 64 656 martyrs et 163 503 blessés. Les autorités sanitaires palestiniennes qui ont fait état ce mercredi également de la mort en martyr de 5 Palestiniens, dont un enfant, au cours des dernières 24 heures à cause de la famine et de la malnutrition aiguë dans la bande de Gaza, soumise à un blocus étouffant. Le nombre total des Palestiniens tombés en martyr à cause de la famine et de la malnutrition s'élève désormais à 404, dont 141 enfants. Fuir ou mourir, les habitants de la ville de Gaza sont à nouveau confrontés à ce dilemme de survie. Des centaines de milliers de Gazaouis sont sommés par les forces de l'entité sioniste de délaisser leurs terres. Beaucoup d'entre eux empruntent la route côtière menant vers le sud. Jusqu'à hier, la menace de l'occupation et les bombardements des environs de nos tentes. Chaque jour, des martyrs se trouvent dans le camp. Chaque jour, des bombardements se produisent autour des tentes. Chaque jour, des éclats d'obus pénètrent dans nos tentes. Et certains d'entre nous sont blessés. Nous avons été blessés dans les tentes par les éclats. Nous sommes donc contraints de fuir comme ceux qui fuient. Au volet diplomatique et au lendemain du bombardement de l'entité sioniste sur la capitale qatari Doha, visant des dirigeants du mouvement palestinien Hamas et en coordination avec le Qatar, l'Algérie, le Pakistan et la Somalie ont demandé le report à demain de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies qui était prévue et qui concernait l'attaque sioniste sur la capitale Doha et l'examen de la situation au Moyen-Orient. La situation au Moyen-Orient et particulièrement la question palestinienne devrait justement dominer les débats lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, ouverte hier par Annalena Baerbock, la nouvelle présidente de l'Assemblée générale, au siège de l'ONU à New York sous le thème « Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l'homme ». La charte n'est pas auto-exécutoire. De par sa conception, elle exige des pays qu'ils regardent au-delà de leurs intérêts nationaux et rétablissent la confiance mutuelle et la foi dans ce que nous pouvons accomplir grâce à la collaboration et à la solidarité. Et je vous en parlais en titre, l'escalade militaire de l'entité sioniste se poursuit avec des bombardements à un rythme effréné dans toute la région. Ce mercredi, l'aviation de l'entité sioniste a mené des raids sur des sites au Yémen, faisant au moins 35 martyrs et plus d'une centaine de blessés, notamment dans la capitale Sanaa, où un bâtiment militaire a été touché.
Je vous le disais également en titre, en France et au lendemain de la nomination du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, au poste de Premier ministre. La mobilisation bloquant tout tient toutes ses promesses. Selon les chiffres arrêtés à 17h45 par le ministère français de l'Intérieur, cela donne 175 000 participants à 550 rassemblements et plus de 470 interpellations, dont plus de 200 à Paris. S'ajoute à cela de nombreux heurts avec la police. Le point de la situation avec Sohila Akilal. Poubelles brûlées, rues bloquées, échauffourées, de Paris à Toulouse en passant par Nantes, Montpellier ou encore Marseille, la France s'est soulevée ce 10 septembre. La journée a démarré avec des actions de blocage dans le sillage de l'appel Bloquons tout, dans une France en pleine crise politique. La nomination de Sébastien Lecornu comme successeur à François Bayrou n'a fait que rajouter de l'huile sur le feu. Une nomination perçue comme une énième provocation à l'encontre des Français, alimentant ainsi la frustration face au plan d'austérité et la méfiance envers le gouvernement. Je suis là parce que ce gouvernement illégitime doit être bloqué. Bayrou a été chassé, sa politique doit être chassée. La nomination de Lecornu, c'est une provocation. Et puis personnellement, je suis pas hyper confiant sur les changements qui ont été apportés. Et je pense que c'est important de mettre la pression sur toute l'équipe ministérielle et sur le président de la République. Près de la gare du Nord à Paris, la situation a été très tendue. Les images parlent d'elles-mêmes. Affrontements avec la police, tirs de gaz lacrymogène, arrestations musclées, plus de 200 à la mi-journée. Une violence qui traduit le ras-le-bol de la rue. Les Français ne veulent plus subir. Ils sont dans le rejet de la politique macroniste, dite pour les riches et en faveur des riches. Dans la rue, un seul mot d'ordre, le départ d'Emmanuel Macron. C'est Macron le problème, c'est pas les ministres. Les ministres c'est un problème, mais c'est Macron et son système qu'il faut qu'il parte. Il faut arrêter avec ces gens qui n'ont jamais travaillé. Il faut qu'on mette des gens au pouvoir, mais qui connaissent le terrain et qu'ils abaissent leur salaire et qu'ils arrêtent avec tous ces avantages. Le dispositif sécuritaire exceptionnel de 80 000 policiers à travers l'Hexagone, dont 6 000 rien que dans Paris, n'a pas empêché la rue de s'exprimer. Assis sur une poudrière, le fraîchement nommé Sébastien Lecornu fait face à un début de mandat tendu. Sa nomination indique la détermination de Macron à poursuivre sa politique, ce qui va certainement pousser les Français à répondre en masse à l'appel de mobilisation de l'intersyndicale le 18 septembre prochain. Et de nombreuses violences ont émaillé la mobilisation bloquant tout. Incendies et violences policières ont été constatées dans de nombreuses villes françaises où les forces de sécurité n'ont pas hésité à utiliser canons à eau et gaz lacrymogène. Et nous allons parler justement de cette situation, du moins tendue en France, avec le député de la France Insoumise, en l'occurrence Carlos Bilongo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Carlos Bilongo, bloquons tout est en quelque sorte le fruit d'un ras-le-bol généralisé et social. Surtout, la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre va-t-elle y remédier ? Non, elle ne va pas y remédier. C'est un déni démocratique. Juste après les élections législatives de juin 2024, la gauche est arrivée en tête avec la coalition du NFP. Malheureusement, le président s'entête à garder le pouvoir. Vous savez, quand vous perdez les élections, il faut lâcher le pouvoir. Il a nommé d'abord M. Barnier, qui a été censuré. M. Barnier, qui est un homme de droite. Ensuite, M. Bayrou, qui est du centre également, qui a été au final, après un vote de confiance, mis de côté. Il a démissionné. Et là, il nomme M. Lecornu, qui est un fidèle de chez les fidèles de Renaissance de la Macronie. Du coup, le président s'accroche au pouvoir. Il veut rester au pouvoir. Et d'ailleurs, même l'ancien Premier ministre, M. Attal, le disait il y a quelques jours,
le président Emmanuel Macron doit lâcher le pouvoir. Vous savez, après une dissolution ou après une législative perdue, on l'a vu avec Chirac et Jospin, il faut faire une cohabitation, il faut l'accepter. Et dès lors où vous engagez un déni démocratique, vous entraînez une crise politique qui s'ajoute à la crise sociale que nous vivons, une crise économique dans le pays. Et ça crée un mouvement comme Bloc-Autour, qui est un mouvement populaire, qui est un mot d'ordre qui a été lancé par des Français, comme ça, au travers de discussions, ils ont craqué. Et nous, la France Insoumise, nous soutenons ce mouvement, nous soutenons les appels et les mots d'ordre qui sont engagés. Les gens demandent la justice sociale, la fin de cette caste, cette petite partie de privilégiés qui s'accroche au pouvoir, et le respect démocratique. Quand on va aux urnes, il faut respecter les résultats. Et selon vous, donc, Carlos Bilongo, la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre est une énième provocation ou une défiance envers l'opposition de la part d'Emmanuel Macron? Bien entendu, je vous ai fait la chronologie. Vous avez vu à chacune des étapes que Macron a fait un déni démocratique. Et de nommer M. Lecornu la veille d'un grand mouvement social comme celui-ci est encore une fois une provocation. Faire la passation des ministres à midi, le jour de la mobilisation, est encore une provocation. Et quand vous mettez ces deux images en parallèle, vous voyez le monde dans les rues, la masse populaire qui manifeste, et vous voyez deux hommes sur le perron de bâtiment feutré ministériel de Matignon, vous comprenez qu'il y a un décalage entre ce que le peuple exige et ce que les élites font. Très bien. Carlos Bianco, rapidement, avant de nous quitter, on sait que l'une des principales revendications en ce moment de LFI est le départ, tout simplement, du président, en l'occurrence Emmanuel Macron, à travers une motion de destitution. Quelles sont les chances aujourd'hui de voir cette motion passer, notamment au sein de l'opposition, rapidement, s'il vous plaît? Rapidement, nous avons plus de 100 signataires pour cette motion, et vous avez plus de 2/3 des députés qui n'ont pas voté la confiance à M. Bayrou. Si les personnes qui n'ont pas voté la confiance à M. Bayrou à l'Assemblée nationale se traduisent par un vote en faveur de cette destitution, la destitution sera adoptée à l'Assemblée nationale. Ensuite, il y aura un chemin aussi à parcourir au Sénat. Mais c'est un mot d'ordre important qui montre une position du fait de la manière dont est géré le pays. Il y a un blocage au travers de cette 5e République, et le problème est à l'Élysée. Très bien. Merci beaucoup, Carlos Bilongo, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes député de la France Insoumise. Et pour finir, nous allons du côté de l'Est algérien, et plus précisément à Batna, où s'ouvre ce soir la 5e édition du Festival culturel international du cinéma Imad Rassen, un festival désormais reconnu par l'État algérien comme l'une des grandes manifestations culturelles nationales. Place maintenant à notre envoyé spécial Fella El Aili depuis le théâtre Salah Mebarki. Nous sommes en direct du théâtre Salah Mebarki à Batna à l'occasion de l'ouverture de la 5e édition du festival Imad Rassen du film. Ce rendez-vous culturel prend cette année une dimension particulière puisque le festival a été officiellement reconnu par l'État algérien et inscrit parmi les grandes manifestations culturelles algériennes. Batna, durant 5 jours, accueillera des projections de films, de courts-métrages, de films de fiction, d'animation et de documentaires, mais aussi des ateliers, des masterclass et des rencontres professionnelles. Le Vietnam est l'invité d'honneur de cette édition, tandis que la Palestine est aussi présente à la compétition officielle dans un cadre de solidarité culturelle. Ce rendez-vous culturel, nous allons continuer de le couvrir tout au long de la semaine. Restez avec nous sur Al24 News. Très bien, nous suivons tout cela avec vous, bien entendu. Fella El Aili, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.